Ah... Arc Thunder. Si dans votre vie vous avez déjà été à moins de 2 mètres de moi pendant que je jouais à Smash, vous m'avez sans doute déjà entendu parler avec enthousiasme d'Arc Thunder. Cette délicieuse technique que j'arrive jamais à rentrer en match. Parce que les rares fois où le combo passe, dans mon cerveau, ben ça devient... Alors, j'ai absolument pas découvert Arc Thunder. C'est grâce à Mad Ice King que j'ai connu cette technique de niche. Mais je suis un des rares d'arènes qui étudie et inclut ce move dans leur jeu. En fait, mon style de jeu tourne autour de cette technique. Du coup, je considère Arc Thunder un peu comme mon signature move. Voir comment est-ce que ça va jouer. Et voilà. Et un artère qui est la clé de voûte. Arc Thunder, que vous connaissez peut-être sous le nom Ignis, est apparu dans Super Smash Bros. Wii U et 3DS avec l'apparition de Darren. Parce qu'on peut pas faire Dark Thunder sans... Mais on peut obtenir un effet similaire sans Arc Thunder. On y reviendra. Arc Thunder, donc, est une technique assez particulière car elle utilise la combinaison ou altération de knockback. Comme vous le savez, cet angle diagonal pseudo-spike n'est pas le knockback naturel d'Arc Thunder, ni celui du downer. Si Arc Thunder a autant de sauces, c'est parce qu'il combine à la fois la sauce de Arc Thunder et la sauce de downer. On parle alors d'altération ou combinaison de knockback. C'est ainsi qu'on obtient ce délicieux angle. Dernièrement, j'y consacre énormément de temps et c'est vachement intéressant. Du coup, j'ai décidé que j'ai envie de tout vous expliquer sur Arc Thunder. Même si la finalité, c'est que tout ceci est extrêmement niche. Car en vérité, très peu d'arènes utilisent ce move, et à raison. Vous allez bientôt voir qu'Arc Thunder est un move qui a de très nombreux problèmes dans le contexte d'un match. Du coup, ce que je vais vous raconter là ne vous sera peut-être jamais utile. Mais bon, si je le fais pas, qui le fera? Bref, tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur Arc Thunder, c'est donc ici et maintenant. Attends une minute, Mathieu, là. Est-ce qu'on va réellement parler d'Arc Thunder pendant plus de 40 minutes? Oui. D'ailleurs, à la base, mon script faisait 75 minutes, et je l'ai extrêmement raccourci. Donc, oui. Arc Thunder, que vous connaissez peut-être sous le nom Ignis, est un move super satisfaisant qui combine le downer avec la Levin Sword et l'Arc Thunder du tome magique de foudre. Le nom Ignis est une référence au skill Ignis qu'on peut obtenir dans Fire Emblem et qui permet d'ajouter des dégâts magiques aux attaques physiques et des dégâts physiques aux attaques magiques. On retrouve donc cette dualité avec Ignis dans Smash qui combine Arc Thunder et le downer. Alors Ignis c'est stylé comme nom, hein, mais c'est assez peu parlant. Même en ayant joué à Fire Emblem, Ignis c'est pas un nom qui donne du sens à cette technique. C'est pour ça que je l'appelle Arc Thunder à la place. C'est parlant. Quand tu le vois écrit, tu peux deviner ce que ça implique. On m'a fait remarquer ceci dit que cette technique devrait s'appeler Arc Thundercut à la place, parce que le downer de Darren s'appelle Undercut. C'est super stylish aussi, mais on a le même problème. Undercut, c'est ultra obscur. Je savais pas moi-même déjà que le downer de Darren s'appelait ainsi, et pour être parfaitement honnête, je savais pas non plus que les moves non spéciaux avaient même des noms. Arc Thunder donc. Après, si vous voulez l'appeler Ignis, Arc Thundercut ou juste Arc Thunder Downer parce que vous pensez que donner des noms aux techniques c'est stupide, pas de problème. Retenez juste que dans cette vidéo, ça s'appelle pas Ignis, mais bien Arc Thunder. Mais, dans la suite de la vidéo, je mentionnerai Ignis pour parler de la combinaison de knockback de manière générale, pas seulement pour Darren. D'autres persos en fait peuvent faire de la combinaison de knockback avec un projectile et une attaque, et j'appellerai ça Ignis de manière générale dans cette vidéo. Travailler sur cette vidéo, ça m'a permis d'en apprendre pas mal en fait sur les spécificités de ce comportement, on va dire. Je suis loin de tout savoir là-dessus, mais voilà où j'en suis. Ignis peut se produire quand on touche une cible avec deux attaques en même temps, dont les angles d'éjection sont différents, de puissance comparable, mais pas identiques. Alors ce qui est important là-dedans, c'est toucher une cible avec deux attaques en même temps. Ça n'a pas besoin d'être frame perfect, il y a une fenêtre. Pareil pour les Ignis en 2v2 ou en free-for-all. Les deux attaques doivent avoir un angle d'éjection différent. En réalité, j'en suis pas certain, car même si ça marchait avec tout, ce serait difficile de voir l'Ignis d'une attaque à 40 degrés et une attaque à 60 degrés dans le tumulte d'un fight. C'est très visible par contre avec un 45 degrés et un spike, ou deux angles opposés.
L'effet d'Ignis est d'autant plus visible que les knockbacks sont différents. Vous aurez remarqué que le mode d'entraînement n'affiche pas l'angle d'Ignis, mais le jeu le calcule quand même. Les puissances des attaques doivent être proches. Difficile de dire à quel point, mais l'idée c'est qu'on peut pas vraiment Ignis avec un jab et un smash. Arc Thunder et Down Air, ça passe. Arc Fire et lancer de bouquin, ça passe aussi. Palutena Forward Smash et Bronze Down Smash, ça passe. Il y a plein de trucs qui passent. Mais avec la croissance de knockback, ça finit par ne plus passer. Ignis a une limite. Quand les dégâts augmentent, si le knockback d'une des attaques dépasse de trop celui de l'autre, Ignis cesse tout simplement de fonctionner. Et il y a de nombreuses combinaisons pour lesquelles Ignis est impossible car les deux knockbacks sont d'emblée hors limite. La puissance des attaques ne doivent pas être identiques, et ça pour le coup je l'ignorais, c'est réellement quelque chose que j'ai appris en travaillant sur cette vidéo. On en a pourtant essayé un certain nombre, et visiblement ça n'a pas fonctionné avec des attaques identiques. Il y a une règle supplémentaire a priori, mais que je ne trouve pas. Il y a plein de tentatives d'Ignis qui ont été juste infructueuses pour une raison un peu mystérieuse. Je pensais que c'était l'ordre dans lequel les attaques sont portées et que l'attaque la plus puissante devait être placée en deuxième. Mais l'existence même d'Arc Thunder Elwind invalide complètement cette hypothèse car Elwind est assurément moins puissant qu'Arc Thunder. Donc la finalité c'est que, je sais pas. En 1v1, Ignis c'est très rare, et on l'obtient généralement en timant un projectile avec une attaque ou deux projectiles en même temps. En 1v1, seule une poignée de personnages comme Darren, Zelda, Pac-Man, King K. Rool ou Villageois peuvent faire un Ignis move, c'est-à-dire un move qui utilise la combinaison de knockback. Par contre, en 2v2 et en free-for-all, tous les personnages peuvent le faire. La plupart des solo Ignis se font alors avec des attaques assez faibles, et sont donc surtout des setups qui ouvrent des follow-up. Ce qui est cool, hein. Le Checkmate 2.0 de Darren fonctionne précisément parce qu'on a le upper disponible en follow-up. Pac-Man a un setup similaire d'ailleurs. Dans le cas d'Arc Thunder, l'angle est obtenu avec le pseudo 45° d'Arc Thunder et l'angle vertical du Downer Spike. Arc Thunder ne fonctionne pas avec la late hitbox, il faut la early hitbox qui spike. Et quand les pourcents montent trop, le spike dépasse la force d'Arc Thunder et Ignis cesse de fonctionner. On se retrouve alors juste avec un simple spike. Mais Arc Thunder est spécial parmi les Ignis moves car il utilise Arc Thunder. Et Arc Thunder, c'est un kill confirm et un kill move à haut pourcent. Une spell plutôt puissante donc. Ce qui fait toute la différence. Car pour que Ignis fonctionne, il faut que les knockbacks des attaques soient comparables. Donc si Arc Thunder est puissant, le deuxième move a le droit d'être puissant aussi. De fait, Arc Thunder a ceci d'exceptionnel qu'il est à la fois faisable en solo et naturellement dangereux. D'autres Ignis moves ouvrent des follow-up pour qu'ils confirment, ce qui est bien, mais Arc Thunder c'est juste létal. Ça tue. C'est un kill move à 45-50% en moyenne au ledge. Si on regarde un forward smash, l'angle d'éjection légèrement diagonal haut facilite beaucoup le retour sur le terrain, car le temps pendant lequel l'ennemi chute, c'est du temps pendant lequel il se rapproche du ledge, ce qui facilite le retour. Alors que l'angle bas d'Arc Thunder rend difficile cette tâche, même à bas pourcent, car après un Arc Thunder au ledge, chaque instant qui passe éloigne l'adversaire du terrain. Donc ouais, Arc Thunder c'est spécial quoi.
Ok Yamaku, mais si c'est si spécial, pourquoi j'ai jamais vu aucun Darren le faire? Comment on fait même ce truc-là? Eh bien, Arc Thunder a plein de problèmes. C'est intrinsèquement un peu délicat à exécuter, mais le truc surtout, c'est que le tumulte d'un fight permet difficilement de le placer. Dans l'idée, c'est simple. Arc Thunder, dash, jump, down air. Short hop down air buffer, ou full hop down air. Les deux marchent. C'est plutôt facile dans l'idée, mais quand il s'agit de le placer... Arc Thunder, c'est une technique qui peut être exécutée ni de trop loin ni de trop près. Un moyen simple d'identifier ce spacing, c'est de lancer le terrain d'entraînement. Voilà, c'est dans la fenêtre. Mais c'est plutôt l'extrémité minimum de la fenêtre, car il y a bien un minimum et un maximum. C'est une fenêtre par contre dont on peut facilement augmenter la taille en ayant de l'élan au moment de lancer Arc Thunder. En fait, c'est même assez capital. Lancer Arc Thunder pendant un short hop avec de l'élan permet d'avoir un peu d'avance sur le projectile. On se déplace pendant le lag de la spell. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais vous allez bientôt voir que cette avance elle est fondamentale. Elle fait quelle taille donc cette fenêtre? Alors il s'agit pas simplement de mesurer la distance entre Darren et son adversaire, car ça prend pas en compte sa taille. Un adversaire de grande taille, dans les airs ou sur une plateforme, peut être touché par Arc Thunder pendant que Darren est plus haut dans les airs et profite donc plus de l'élan. La fenêtre de spacing d'Arc Thunder dépend donc en réalité de la distance parcourue par Arc Thunder et change donc selon la hauteur ou la taille de l'ennemi. En match, j'ai déjà placé Arc Thunder en étant presque juste en dessous de l'adversaire grâce à cet élan. Pour répondre à la question de la taille de la fenêtre, ce serait en théorie 6 mètres de marge sur un perso de taille humaine comme Lucina. C'est-à-dire que si vous lancez Arc Thunder de manière à ce qu'il parcourt entre 75 cm et 6 mètres et demi, down air est théoriquement possible en follow-up. En théorie. Mais alors finalement, 6 mètres de marge, c'est plutôt généreux, non? On va se pencher dans un instant sur la frame data et le timing, et vous allez comprendre la vraie nature du problème. Placer Arc Thunder, c'est surtout avoir une exécution impeccable. Vous allez le voir dans un instant, mais le timing requis est très serré à cause du rapport entre la vitesse de course de Darren, la vitesse d'Arc Thunder et le lag induit par Arc Thunder. Regardons ça ensemble. Darren est le personnage avec la troisième plus lente course du jeu, avec une vitesse de 0,72 mètres par seconde. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt de compter en frames. Ça va vous paraître très bizarre, mais croyez-moi, ça va nous être très utile très vite. La vitesse de Darren devient donc 8,3 frames par mètre. Son foxtrot est plus rapide, avec une vitesse de 7 frames par mètre. Et dans les airs, Darren se déplace à environ 9 frames par mètre. Le short hop down air de Darren a 16 frames de startup, et pendant ces 16 frames, Darren avance d'environ 1,7 mètres. Étant donné qu'elle se déplace moins vite dans les airs qu'au sol, on considérera toujours pour la suite qu'on court jusque 1,7 mètres avant de toucher l'adversaire, vu que c'est optimal. Le projectile Arc Thunder spawn au plus tôt à la 15e frame et s'ensuivent 31 frames de lag. La première frame actionnable, c'est la 47e. Une fois que l'ennemi est touché par Arc Thunder, il est pris dedans pendant 25 frames et éjecté à la 26e. Et enfin, voici un graphique représentant la distance parcourue par Arc Thunder en fonction du temps en frame. Ok, ça m'aura pris beaucoup trop de temps pour ce que c'est, mais j'ai fini par réussir à mouliner tout ceci dans Excel pour obtenir les résultats pertinents. Sous vos yeux ébahis, voici la courbe de spacing de timing d'Arc Thunder. En vrai, c'est sans doute pas 100% fiable, mais si je me permets de vous montrer cette courbe, c'est parce que je retrouve presque exactement ces chiffres en jouant. Bon, avant toute chose, comme je disais tout à l'heure, toute mention de distance ici n'est pas la distance entre Darren et l'adversaire, mais bien la distance que parcourt Arc Thunder. Deuxième chose, ça c'est la courbe en foxtrot.
je peux faire la même courbe en course, mais honnêtement, si vous cherchez à mettre Arc Thunder, la fenêtre est tellement petite que vous devriez toujours Foxtrot, vu que ça va plus vite. A noter que si vous faites full hop down air, la fenêtre est encore plus petite car ça décale down air de quelques frames. Bref, qu'est-ce qu'on voit? La première chose, c'est que la taille de la fenêtre de spacing pour Arc Thunder sans élan, c'est de 1,5 m à 5 m. Cette courbe indique le nombre de frames d'erreur ou de retard acceptable par rapport à une exécution qui serait frame perfect, c'est-à-dire où toutes les actions sont parfaitement exécutées et buffered. Et on voit que si on lance Arc Thunder pour qu'il parcourt 2 mètres de distance, c'est possible d'avoir jusqu'à 3 frames de retard par rapport à une exécution frame perfect. Et si ce nombre est sans doute inexact à cause de mes erreurs de mesure, c'est un résultat qu'on retrouve très bien en jeu. Si vous regardez mes Arc Thunder, la plupart sont dans cette fenêtre de 2 à 3 mètres en fait, car c'est là que c'est le plus facile, et ça se ressent. On voit aussi qu'à presque 5 mètres, Arc Thunder est théoriquement possible, mais le combo est frame perfect ou presque. Ça veut pas seulement dire full buffer, ça veut aussi et surtout dire Foxtrot pile poil la bonne distance et short hop down air à exactement 1,7 m de l'ennemi. Ok, bon maintenant cette courbe ne prend pas en compte le short hop avec de l'élan, qui est pourtant essentiel. Car l'avance qu'on gagne sur Arc Thunder en le lançant avec de l'élan ne change pas la distance que le projectile parcourt, mais ça réduit celle que Darien doit parcourir, ce qui vous rajoute quelques précieuses frames de marge. Voici la courbe de timing pour une avance d'1 mètre. On peut voir qu'à 3 mètres, là où on avait 3 frames de marge sans élan, on en a maintenant 9, c'est le triple, car Arc Thunder prend 6 frames de plus pour parcourir 1 mètre supplémentaire de 2 mètres à 3 mètres. Et là, si je superpose les deux courbes, on peut voir qu'avoir de l'élan augmente théoriquement de 2 mètres la limite max de la fenêtre pour atteindre 6 mètres et demi. Par contre, cet élan n'est réellement bénéfique que contre des grands personnages. Les petits personnages passent facilement en dessous d'Arc Thunder en fait. De fait, c'est beaucoup plus facile de mettre Arc Thunder sur un Ganondorf que sur un Pikachu. Enfin, cast Arc Thunder avec de l'élan vers l'arrière, ça réduit considérablement votre marge de manœuvre pour placer down air. De fait, Wave Bounce Arc Thunder, c'est une strat assez délicate. En résumé, la fenêtre est assez grande en spacing mine de rien, mais minuscule en timing. Tout devient néanmoins considérablement plus facile avec de l'élan, car on gagne de précieuses frames. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la petitesse de la fenêtre, elle est avant tout temporelle. Imaginons que vous ayez un temps de réaction de 25 frames. C'est ce qu'on peut attendre du temps de réaction d'un joueur expérimenté. Si vous avez bien suivi, 25 frames c'est le temps du hit freeze d'Arc Thunder. À la 26e frame, l'adversaire est éjecté. Donc si on attend même la première frame de hit confirm pour décider de placer down air, avec notre temps de réaction de 25 frames, c'est déjà trop tard. De plus, short hop down air c'est 16 frames. Ajoutez à ça les 5 à 6 frames d'input lag et on se retrouve à au moins 21 frames pour exécuter short hop down air. Ce qui veut dire que maximum 4 frames après le hit confirm d'Arc Thunder, il faut que vous ayez input short hop down air. Donc que vous ayez pris la décision avant que Arc Thunder hit confirm. Selon votre temps d'analyse et de réaction, ça peut être plusieurs dizaines de frames avant, et ça c'est un vrai problème. Si on ne peut pas réagir à Arc Thunder pour décider de placer down air, alors pour rentrer ce move, il faut en avoir l'intention, ce qui peut rendre votre jeu peut-être un peu plus prédictible, et vous force à garder Arc Thunder en main. Bon après, Arc Thunder c'est un excellent outil à avoir en main, mais certains match-ups favorisent fortement d'autres variations de Thunder, du coup avoir Arc Thunder en main peut vous bloquer un peu. Par contre, si on n'a pas le temps de réagir à Arc Thunder pour placer down air, on peut décider de ne pas follow-up si la situation ne s'y prête pas. C'est de l'analyse en temps réel. Arc Thunder, c'est un combo qui dure à peine 2 secondes, mais pendant ce process, tu réévalues constamment si le move peut connecter. Par exemple, ici de là où je suis, je vois que si je fais short hop Arc Thunder, le move peut connecter. Je short hop. Pendant mon short hop, je check que les trajectoires matchent toujours et je lance Arc Thunder. Je check que les trajectoires matchent toujours, et si c'est le cas, j'attends pas que Arc Thunder connecte, et j'essaie direct de placer le down air. Parce que si j'avais attendu que ça connecte, j'aurais été super en retard.
À n'importe quel moment, par contre, j'aurais pu décider de ne pas y aller si les conditions n'étaient plus bonnes. Mais pendant tout le process, j'ai envisagé que les conditions restent optimales, sans changement de trajectoire, ni technique défensive gênante. En fait, si j'arrête d'envisager qu'Arc Thunder est possible, alors ça devient impossible. Ça veut aussi dire que si l'adversaire avait sorti le pocket au dernier moment, j'aurais raté. Voilà, c'est le risque à prendre. Ça arrive très souvent en fait, qu'au dernier moment l'adversaire choisisse une option qu'il sauve, alors que mon analyse de trajectoire était favorable. Car favorable, ça veut seulement dire que si la situation continue de s'écouler sans changement, alors Arc Thunder est possible. Sauf que c'est rarement le cas. Parce que si en tant que Darien, tu peux pas réagir à Arc Thunder pour placer le down air, l'adversaire peut réagir à Arc Thunder et se défendre. Car Arc Thunder est un projectile qui prend 15 frames à spawn et se déplace très lentement au début. Au bout de 40 frames en tout, c'est 2/3 de seconde, il n'aura parcouru que 1m50. Et si c'est ce qui rend Arc Thunder possible, ça permet aussi à l'adversaire de se protéger d'Arc Thunder. Ce qui est frustrant. Envisager que Arc Thunder va toucher, ça veut aussi dire anticiper la phase d'approche. Et il se trouve que quand on est en position pour placer le down air, on est en position pour d'autres follow-up. Arc Thunder bloque l'ennemi pendant 25 frames, donc niveau avantage à l'image, à moins d'être au corps à corps, Darien a toujours de l'avance sur l'ennemi. Cette avance permet d'envisager moult follow-up si l'adversaire a été touché, même sur son shield. Et plusieurs de ces follow-up sont beaucoup plus intéressants que down air. D'une part parce qu'il ouvre ou ferme des situations de jeu avantageuses pour Darien. C'est pas très bien. Non, rattrapé. Ah mon dieu. Rattrapé. Le double setup, ça me perd. Mais aussi tout simplement parce que down air est un move très committing. Si Arc Thunder touche le shield et que vous n'abandonnez pas l'exécution du down air, vous allez automatiquement passer en désavantage. Down air c'est moins 7 on shield et à cela s'ajoute 16 frames de landing lag. Avec 23 frames de retard sur votre adversaire et aucun stage control, vous êtes dans une situation de merde. Alors qu'à côté de ça, il y a d'autres follow-up plus intéressants et moins problématiques. Arc Thunder partage grossièrement le même type de spacing que Arc Thunder Forward Smash. De fait, quand le projectile a touché, on peut follow-up avec un Forward Smash si le spacing est bon. Arc Thunder Forward Smash tue toujours plutôt que Arc Thunder, même au ledge. Parfois la différence n'est que de 3 ou 4%, mais Arc Thunder Forward Smash est toujours meilleur. De plus, Arc Thunder Forward Smash est un shield break setup. Si Forward Smash et Thunder sont tous les deux fraîches, alors Arc Thunder Forward Smash peut briser un shield virtuellement entier. Ça peut aussi shield poke, et vu qu'il s'agit d'un Forward Smash, ce shield poke peut vite être létal. Bref, un Arc Thunder Forward Smash correctement exécuté, c'est un peu une situation d'échec et mat. Arc Thunder Forward Smash est donc très committing, mais aussi très rewardant. Après, si Forward Smash est un follow-up possible à Arc Thunder, on peut aussi Dash Grab, Shot Hop Nosferatu, Jump Thunder ou Back Air. Arc Thunder Back Air est particulièrement intéressant, même sur les shields, car pour une grande partie du cast, ce combo est un shield poke setup à la fois true et fiable. Et on parle du Back Air. C'est un puissant kill confirm et un kill move à haut pourcent. Donc voilà. Je crois que c'était Madaiskin qui avait découvert ceci, ou du moins c'est lui qui l'a rendu visible. Un grand merci à lui du coup pour toutes les données qu'il a recueillies et que vous pouvez trouver dans la description. Bref, en follow-up Dark Thunder, le back air est clairement plus intéressant que down air. C'est très rewardant et c'est aussi beaucoup moins problématique et bien plus réaliste dans un match. Il est difficile pour l'adversaire de réagir à Arc Thunder quand on s'en sert défensivement. De fait, on place souvent cette spell à moins d'1 mètre ou même au corps à corps. Mais placer Arc Thunder en étant dans la fenêtre de timing et de spacing, c'est rare. Car down air est possible en follow-up quand Arc Thunder est lancé de manière offensive, par exemple avec du momentum vers l'avant. Mais du coup, ça devient plus facile pour l'adversaire d'y réagir.
Là, il y a un problème. Il y a néanmoins quelques ouvertures qui peuvent donner des opportunités pour Arc Thunder. Aujourd'hui encore, je continue d'en chercher, mais en voici déjà quelques-unes. Ici, le premier repère doit être un landing upper. Cette ouverture ne fonctionne qu'à 20%. Ici, vu qu'on atterrit dos à l'ennemi, le neutral B doit être reverse ou turnaround. Au sol, c'est pareil. Cette ouverture ne fonctionne qu'à relativement haut pourcent. Sans doute le plus fiable de tous, cette ouverture fonctionne dans une très grande plage de dégâts grâce au knockback très faible du bouquin. Ce qui limite la plage de pourcent à laquelle ça fonctionne, finalement, c'est la limite d'Ignis. Il faut Z-drop le bouquin pour avoir un forwarder ici. Cette ouverture ne fonctionne qu'à faible pourcent. Sans aucun doute, l'ouverture la plus réaliste de toutes. J'ai déjà eu cette séquence plusieurs fois depuis que je l'ai trouvée. Par contre, c'est utilisable qu'à faible pourcent. Ah, j'aimerais bien qu'on me promette ceci en fight. Mais la vérité, c'est que c'est juste difficile à exécuter, super serré niveau pourcent et facile d'avoir un positionnement inexact. Le deuxième fer a tendance à mal connecter et le DI peut facilement ruiner ceci. À utiliser seulement après avoir conditionné l'adversaire à air dodge après le down throw. Avec un bon conditionnement, ça peut fonctionner sur une très grande variété de pourcents et donc être létal. Seule ouverture qui est true, d'après le compteur de combo, mais le DI va toujours ruiner ceci dans un vrai fight. Le problème avec toutes ces ouvertures, c'est que ce sont seulement des ouvertures et rien de plus. On peut s'échapper de presque toutes ces chaînes en sautant. Personne va juste se laisser faire, et dans le cas des ouvertures pour Arc Thunder, généralement un simple double saut est déjà salvateur. Bien évidemment, un double saut, ça se punit, mais ça détruit aussi complètement la possibilité de placer Arc Thunder, parce qu'encore une fois, pour le mettre, il faut envisager en continu que le combo puisse fonctionner. Il n'y a pas de moyen fiable de l'avoir finalement, à part un bon gros rite des familles. Bref, Arc Thunder c'est ultra stylé, mais c'est dur, et c'est pas opti. Oh ouais, Yamaku, c'est super cool tout ça, mais depuis le début, t'as pas répondu à la question qui m'intéresse le plus. Je fais comment pour placer Arc Thunder? Ok, alors c'est vachement cool que vous soyez toujours là alors qu'on a déjà passé autant de temps à parler d'Arc Thunder. Du coup, on va arriver dans la partie croustillante. Je suis certainement pas un pro d'arène et encore moins un pro de Smash, donc mes conseils valent ce qu'ils valent. Mais s'il y a un truc pour lequel je suis meilleur que pas mal de gens, c'est mettre des Arc Thunder. Alors je vais essayer de vous aider à en mettre. Alright, c'est assez obvious, mais si vous voulez mettre des Arc Thunder in-game, faites-le d'abord en practice mode. Beaucoup. À des distances différentes, avec et sans élan, au sol et sur des plateformes.
Le timing impeccable requis empêche complètement de réfléchir à l'exécution. Si c'est pas automatique, ça ne marchera pas. Ça paraît stupide, mais réussir à toucher avec Arc Thunder de manière à ce que down air soit possible, dans un match, c'est rarissime. À la bonne distance, Arc Thunder est tellement télégraphé que les réelles opportunités pour Arc Thunder se présentent moins d'une fois par match. Ces ouvertures sont rares, alors quand elles se présentent, il faut que votre exécution elle soit instantanée et impeccable. Arc Thunder Standing, c'est un combo qui a au max 3 frames de marge, 10 avec de l'élan. C'est moins d'un quart de seconde, c'est pas assez pour réfléchir aux inputs, donc incluez Arc Thunder à votre routine d'entraînement pour ne jamais laisser passer une occasion. Au cas où vous aurez oublié, je vais le rappeler parce que c'est essentiel. Avoir du momentum vers l'avant au moment de lancer Arc Thunder rend considérablement plus facile le fait de placer down air. Le B-reverse aussi d'ailleurs, mais ça vous demandera peut-être un peu d'entraînement de réussir à visualiser votre positionnement si vous n'êtes pas habitué à B-reverse. Donc là encore, l'entraînement vous aidera pas mal. L'avantage d'un B-reverse, c'est que l'adversaire y réagira moins bien, car dans un match, un saut vers l'arrière, c'est spontanément interprété comme une option défensive. Par contre, n'oubliez pas que cet élan est d'autant moins bénéfique que l'adversaire est bas ou petit. C'est pour ça que c'est important de s'entraîner avec de l'élan et sans élan. Dans votre lecture du jeu et l'analyse de la probabilité que Arc Thunder soit possible ou pas, faut envisager le shield poke dans le tas. En particulier quand on caste Arc Thunder avec de l'élan, car il semble que Arc Thunder shield poke assez bien par le haut, et de nombreux joueurs ne sont pas encore bien habitués à tilter leur shield. Faut pas compter là-dessus donc, mais c'est définitivement un paramètre qui existe et qu'il faut envisager. Conditionner votre adversaire à faire certaines actions dans diverses situations peut vous permettre d'avoir un read. Le follow-up Arc Thunder après down throw typiquement fonctionne uniquement si du conditionnement a été mis en place car il requiert que l'ennemi tente un air dodge vers le haut ou les côtés, ou une option défensive comme un contre qui va induire du lag. Ça peut être juste de la pression passive due à votre positionnement au ledge par exemple, ou au niveau d'une plateforme, ou du conditionnement actif en répétant un combo pour induire une réaction que vous pourrez punir plus tard. En vrai, j'en sais rien, c'est à vous de vous adapter à votre adversaire. Mais la finalité, c'est que si vous conditionnez votre adversaire, vous avez un coup d'avance sur lui. Ce qui multiplie les opportunités de punish. Parce que finalement, s'il y a une chose à comprendre sur Arc Thunder pour pouvoir placer ce move, c'est que Arc Thunder, c'est pas un outil neutral, c'est pas un truc pour sortir du désavantage, c'est pas un truc pour étendre l'advantage state, ni même un kill confirm. Arc Thunder, c'est rien de tout ça. C'est un punish. Arc Thunder, c'est un punish pur, et c'est unique pour ça. Bon, c'est aussi un gros flex, hein, un move qu'on fait pour le style. Mais c'est aussi et surtout un punish. Arc Thunder n'a pas de setup fiable, car il n'y a pas de setup fiable pour un punish pur. Enfin, pas à ma connaissance avec Darren en tout cas. Darren a plein de kill setup et de kill confirm et de pièges, etc. mais pas de moyen d'ouvrir dans un punish pur comme un forward smash ou Arc Thunder. Et c'est normal. Imaginez Ganondorf avec un setup trou qui se termine sur un Doria ou un Warlock Punch. C'est un peu le même souci avec Arc Thunder finalement. Une ouverture de punish, ça peut aussi être si l'adversaire overcommit, ou if un move très laggy comme un smash, ou mispace sa pression, ou a des réactions prédictibles que vous arrivez à read. Tout ça, c'est des ouvertures pour un punish, et Arc Thunder est un punish. Les chaînes que j'ai montrées plus haut pour créer des ouvertures, ce sont des chaînes qui challengent l'adversaire de prendre la bonne décision pour s'en sortir. C'est facile, c'est toujours le saut. It was at this moment that he knew. He fucked up. Placer un Arc Thunder, c'est le signe que vous avez punish l'option de l'adversaire qui aura alors fait le mauvais choix. Time to tip the scales. Étant donné que vous avez bien observé mes Arc Thunder depuis le début de la vidéo, vous avez sans doute remarqué que c'est toujours les mêmes, hein. J'en ai pas tant que ça.
et dedans il y a un scénario qui revient tout le temps. Tout à l'heure, je disais qu'Arc Thunder Forward Smash était toujours plus optimal qu'Arc Thunder. Bon, j'ai menti. Je vois en réalité un cas de figure dans lequel Arc Thunder est le most optimal punish, ou presque. C'est quand l'adversaire revient sur le terrain par le haut, en particulier après l'utilisation du deuxième saut. You're finished! Dans cette situation, Roy est complètement dans cette zone rouge. En effet, s'il saute en avant, il se retrouvera sur le terrain rapidement. Cependant, cette trajectoire de saut est très facilement prévisible. Il suffit à l'adversaire de se positionner à l'atterrissage prévu et de punir le landing. Le risque pris en sautant dans cette zone rouge est très élevé à haut pourcent, car étant prévisible, il est facile de punir sa terreur avec un coup puissant. Dans cette situation en particulier, Arc Thunder est sans doute le meilleur punish possible. Arc Thunder relève sur un ennemi qui n'a plus de deuxième saut, c'est un kill extrêmement tôt, presque garanti. Même sur des personnages qui ont une très bonne recovery. Donc apprenez à repérer cette habitude chez votre adversaire. Mais si Arc Thunder a une puissance latérale dévastatrice, ça ne vous garantira pas un kill en early % si votre adversaire a ses deux sauts. Par contre, un Arc Thunder à early % près du ledge vous positionne parfaitement pour kill confirm en edgeguard, tout en ayant votre deuxième saut. Selon que l'adversaire préfère recover au-dessus ou en dessous de vous, vous pouvez tout couvrir ou presque, en réaction ou avec un read, généralement avec le neutral air, Thunder ou un autre down air. Je pense que dans la plupart des cas, l'adversaire va tenter de recover par le haut en utilisant leur deuxième saut relativement tôt, car après Arc Thunder, chaque instant qui passe éloigne l'adversaire du terrain. Donc attendre pour utiliser son deuxième saut rend la recovery d'autant plus difficile. Bon après, faut pas être comme moi, il faut être bon au jeu, hein. Moi je sais pas edgeguard. Yessa qui tape sur les gros coups, qui essaie vraiment d'essayer de finir la stop de Yamakyo, et Yamakyo qui continue avec ses setups, Jean-Michel setup, on aime les setups. Voilà. Arc Thunder, c'est une spell plutôt sympa pour punir des get-up attack ou des neutral get-up au ledge ou sur le terrain, ou même des rolls. Donc si le spacing le permet, envisagez de confirm avec down air, forward smash ou back air. Enfin, voici quelques ouvertures de punish spécifiques à certains personnages sur lesquels vous devriez garder un œil. Surtout quand on a du mal à finir comme ça.
Si vous ne devez retenir qu'une seule ouverture parmi celles-ci, ce serait le Side B de Dracofeu, car Side B sur le shield, c'est un Arc Thunder garanti. Pour que votre spacing soit impeccable, voici quelques trucs à garder en tête. Comme on a vu tout à l'heure, la distance au début du practice mode est techniquement dans la fenêtre d'Arc Thunder. Par contre, considérez que c'est la distance minimum, car à cette distance c'est déjà très difficile à exécuter. En jeu, vous n'aurez pas l'occasion de faire des mesures avec votre petit mètre mesureur pour vérifier le spacing. Donc il vous faut des repères pour savoir vaguement dans quelle situation vous pouvez ou pas envisager Arc Thunder afin de prendre les bonnes décisions. Le repère le plus important, c'est le short hop de Darren. Darren parcourt jusqu'à 4,5 mètres en un short hop vers l'avant et environ 4 mètres en un short hop vers l'arrière. Donc si vous êtes à un short hop de distance, vous êtes dans la fenêtre et down air est possible. Je pense qu'un joueur un peu expérimenté peut visualiser à tout moment du match la distance de son short hop, et honnêtement, c'est suffisant pour estimer le spacing d'Arc Thunder. Enfin, faut savoir que c'est une vraie strat de faire un short hop vers l'arrière pour se repositionner. Quant au terrain, il est notamment bon de remarquer que Arc Thunder est possible sur une plateforme de champ de bataille. Évidemment, Arc Thunder sur la plateforme du haut, c'est ouvertement une mauvaise décision, et littéralement tous les autres follow-ups sont plus intéressants. Mais sur une plateforme latérale, c'est pas mal, et à cette distance, c'est pas forcément facile pour l'adversaire de réagir à Arc Thunder. Similairement, les plateformes de Turn Down City sont Arc Thunderables. Ce move est alors particulièrement létal sur les plateformes latérales. Sur les plateformes de Kalos et Yoshisori, c'est pareil, mais les plateformes sont plus petites et c'est donc plus difficile. Arc Thunder est possible sur l'entièreté de la plateforme de Smashville, ainsi que celle de Yoshi Island, et si vous vous placez en dessous de celle-ci, au bord, vous êtes à une distance assez sympa pour utiliser Arc Thunder en ledge trap. Arc Thunder n'est pas réellement faisable par contre sur les plateformes de Lylat. Mais comme je disais, votre meilleur repère, c'est essentiellement le short hop. Positionnez-vous surtout avec ça. Et c'est tout. Enfin, c'est la fin de la vidéo, mais j'ai encore plein de choses à vous dire sur Arc Thunder. Mais voilà quand même pour l'essentiel. Tout le reste, je vous en parlerai dans une deuxième vidéo qui viendra un peu plus tard. On y parlera de trucs vraiment spécifiques comme les limites de pourcentage d'Arc Thunder, ainsi que les shenanigans vraiment bizarres qui y sont liés, de l'influence de la rage et du DI sur cette technique, et de quelques buffs qui pourraient rendre cette technique plus réaliste et optimale en match. Si vous avez des questions ou des sujets que vous voudriez que j'aborde, ça peut aussi être dans cette deuxième vidéo. Peut-être. Si vous connaissez des ignis moves que j'ai pas montré ici, je suis très intéressé pour en savoir plus, donc n'hésitez pas à m'en parler. Je vais être honnête 2 secondes, j'ai un profond respect pour tous les gens qui font régulièrement ce genre de vidéos, car pour moi c'est la première fois, et si j'étais parfaitement au courant du temps et de l'effort que ça demande, c'est autre chose d'en faire l'expérience. Merci vraiment à tous les créateurs de contenu, de guides, etc. Vous êtes des héros. En tout cas, j'espère que ceci vous a au moins un peu intéressé. J'aimerais vraiment voir cette technique utilisée plus souvent par les Darren Main dans le futur, et que Arc Thunder devienne vraiment un move populaire. D'ailleurs, clin d'œil, j'ai aussi fait une compilation d'Arc Thunder que j'ai postée il y a quelques mois. Donc si vous voulez diffuser la hype pour cette technique, voilà, clin d'œil. En tout cas, c'est pas la dernière fois que vous m'entendrez parler d'Arc Thunder. J'ai pas encore atteint mon objectif ultime de gagner un tournoi en terminant la dernière stock avec Arc Thunder. Et en attendant, c'est et ça restera éternellement mon signature move, et vous pouvez être sûr que je vais continuer de le montrer autant que je peux. Avant de vous laisser, je tiens à vous remercier pour être resté jusqu'au bout malgré la longueur de cette vidéo, et surtout je tiens à remercier tous les gens qui y ont contribué de près ou de loin. Merci à Mimi, Hackerchief, Sfin et Tosh Nobody pour m'avoir soit aidé à faire des clips, ou même pour m'avoir enregistré des clips. Merci à Mad Ice King et Gluttony pour m'avoir permis d'utiliser une partie de leur guide.
Merci à Aricho et Actilo pour les commissions. Merci Smasho de me permettre d'utiliser ta musique. Et enfin, merci à Mitsu Robin, Influnt, Lustre, Serpico, Party Jones, Shanoa, Saya et JP53 de m'avoir permis d'utiliser vos clips. Et merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo en version alpha pour leurs retours et leurs conseils. Et surtout merci à vous d'être restés avec moi sur cette vidéo.